Bonjour Virginie. Bonjour Marc. Je voudrais que tu nous dises quelle est la prévalence des troubles émotionnels dans une population de personnes atteintes de douleurs chroniques. On estime qu'un patient sur 2 à un patient sur 3 a une anxiété ou une dépression dans cette population. Donc c'est une prévalence très importante Oui. chez les douleurs chroniques. Oui, c'est une prévalence élevée, oui. Est-ce qu'il existe un lien épidémiologique entre le développement des pathologies émotionnelles et l'apparition des douleurs chroniques? Alors, anxiété et dépression sont des affections à risque pour développer une douleur chronique, vraisemblablement parce que chez ces patients, les systèmes de contrôle endogène de la douleur sont altérés, c'est-à-dire qu'émergent à leur conscience des plaintes douloureuses qui, normalement, chez un patient non anxieux ou non déprimé, sont contrôlées par les systèmes de modulation endogène de la douleur. D'accord. Et chez ces personnes, en fait, ces plaintes douloureuses apparaissent Oui. et sont exprimées. Oui, on sait que la prévalence des plaintes douloureuses est vraiment élevée chez un patient au moment où on fait le diagnostic d'anxiété ou au moment où on fait le diagnostic de dépression. Comment est-ce qu'on peut reconnaître la présence de douleurs chroniques chez des patients déprimés? Alors, au-delà de la reconnaissance de la douleur chronique, il faut aussi et surtout l'évaluer et réaliser une évaluation structurée et rigoureuse qui doit avoir 3 principaux objectifs. Premier objectif, le plus important, déterminer le mécanisme de la douleur, nociceptif ou neuropathique. Il faut aussi quantifier la plainte douloureuse et puis en apprécier les retentissements, notamment donc sur le sommeil et sur l'état émotionnel. Je dirais que les relations entre anxiété, dépression et douleur chronique peuvent être finalement de trois types. Premier type, le patient anxieux ou déprimé a une affection somatique qui explique la douleur chronique. Deuxième type, la situation dont on vient de parler, le patient anxieux ou déprimé a des altérations des systèmes de contrôle endogène de la douleur, émergent des plaintes douloureuses sans substratum somatique. Et puis troisième cas de figure, le patient a une plainte douloureuse en lien à une affection somatique, mais anxiété et dépression font varier l'intensité de la plainte douloureuse, un peu comme on peut faire varier le bouton d'intensité sonore sur une radio par exemple. D'accord, donc il y a des interactions importantes entre les pathologies émotionnelles et les douleurs chroniques. Multiples et pluridirectionnelles. Et est-ce que l'identification de ces interactions permet de modifier la stratégie thérapeutique, c'est-à-dire la manière dont on va traiter les patients, soit pour leurs douleurs chroniques, soit pour leurs troubles émotionnels? Oui, alors vraiment préciser avec le plus de pertinence possible l'histoire de la douleur, l'histoire du trouble émotionnel est importante. Aussi parce que finalement, il existe actuellement des traitements, notamment médicamenteux, qui vont pouvoir agir et sur la douleur chronique, un éventuel mécanisme somatique, et sur les retentissements, et notamment sur les troubles du sommeil, sur les troubles anxieux et dépressifs. Donc c'est vraiment important parce qu'on essaiera, dans la mesure du possible, de choisir des traitements qui pourront agir à la fois sur la plainte douloureuse et sur les troubles émotionnels associés. D'accord, donc en conclusion, les douleurs ont une importance réelle dans l'évolution des pathologies émotionnelles. Oui, c'est bien ça. Merci Virginie. Merci Marc.